Par un matin d'août 1986, alors que le soleil commençait à peine à éclairer Central Park à New York, un incident s'est produit qui allait ébranler toute la ville. Vers 6 heures du matin, une jeune femme a été retrouvée inconsciente dans le parc. Cet événement a marqué le début d'une enquête complexe qui allait finalement révéler une vérité choquante. Les médias ont rendu compte avec une ferveur sans précédent de chaque rebondissement de cette histoire. Cependant, leur approche de la couverture a soulevé de nombreuses questions. Étonnamment, les médias ont adopté une position qui semblait favorable aux suspects. Cette influence s'est étendue à l'opinion publique, créant une atmosphère ambivalente autour de l'enquête. Au fil des événements, il s'est avéré que le suspect diffusait activement de fausses informations sur la victime et tentait de ternir sa réputation. À la surprise générale, certains médias ont repris cette version sans vérifier correctement les faits. Ce comportement de la presse a suscité de vives critiques de la part des militants des droits de l'homme et des experts en éthique journalistique. Au milieu des années 80, New York était confronté à une série d'événements troublants qui ont choqué le public. À l'époque, la ville était très différente de la métropole d'aujourd'hui, et pas pour le mieux. New York était considérée comme l'une des villes les plus agitées des États-Unis, bien qu'elle restît attrayante pour les jeunes. Les rues de la métropole recelaient de nombreux dangers. Le taux de criminalité avait atteint des niveaux sans précédent. Des milliers de crimes étaient enregistrés chaque année. Central Park, surtout la nuit, était une source d'inquiétude pour les habitants de la ville. Cet endroit était entouré de légendes sinistres avec lesquelles on effrayait les enfants. Un matin tôt, en 1986, une femme faisait du vélo dans Central Park. Soudain, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel dans l'herbe. En s'approchant, elle a reconnu avec horreur qu'il s'agissait d'une jeune femme gisant immobile. Prise de panique, le témoin s'est précipité vers le téléphone public le plus proche pour composer le numéro d'urgence 911. Cela s'est produit vers 6h30 du matin. Bientôt, la police et les services d'urgence sont arrivés sur les lieux. Malheureusement, aucune aide n'était plus nécessaire. Ce qu'ils ont vu a choqué tous les présents. L'identité de la victime a été rapidement établie grâce à une pièce d'identité trouvée. Il s'agissait de Jennifer Levin, âgée de 18 ans. Après cela, les enquêteurs ont commencé à rassembler des informations sur ce qui était arrivé à la jeune femme. Jennifer se distinguait dès sa jeunesse par sa détermination et son ingéniosité. Sa capacité à ironiser sur elle-même charmait son entourage et l'aidait à surmonter tous les obstacles. Elle était issue d'une famille aisée de Port Washington et était la fille des prospères Steve et Helen qui se séparèrent quand elle avait 5 ans. Après avoir déménagé chez son père, un agent immobilier réputé à Soho, Jennifer fréquenta une école privée élitiste au lieu d'une école ordinaire de Manhattan. Elle s'y adapta rapidement et gagna le respect tant des enseignants que de ses pairs grâce à ses performances académiques. Son environnement était composé d'enfants de parents fortunés et Jennifer maîtrisait sans effort le programme exigeant qui préparait à l'admission dans les meilleures universités du pays, y compris Yale et Harvard. Peu à peu, elle noua des contacts dans les écoles prestigieuses de New York. Les invitations à des fêtes élargirent son cercle de connaissances. À la veille d'événements importants, un groupe de futurs étudiants, dont Jennifer, résidait dans East Street, non loin de Central Park. Les autres amis étaient dispersés dans la ville, mais ils se retrouvaient tous dans un lieu de rencontre populaire. C'est précisément là que Jennifer rencontra son premier amour, Dorian. Cependant, cette relation fut de courte durée, et peu après, Jennifer tomba amoureuse de Robert Chambers. Il se présenta comme le fils de parents riches qui possédaient un club de campagne. Leur connaissance commença par un regard furtif, mais ce n'est qu'1 an plus tard qu'elle se transforma en véritable romance.
Quelques rendez-vous se transformèrent rapidement en une relation sérieuse. Le 25 août 1986, Jennifer fut admise à l'université, ce qui fut une grande joie pour elle. Mais le lendemain matin, l'imprévisible se produisit. Elle fut retrouvée dans Central Park, dans un état critique. Cette nouvelle choqua tout le monde. Des questions se posèrent. Jennifer était-elle devenue une cible aléatoire de la criminalité urbaine ou s'agissait-il d'une action planifiée? En ces années-là, New York était submergée par une vague de crimes, mais parmi les nombreux incidents, l'histoire de Jennifer a suscité une résonance publique sans précédent. Une pression énorme a été exercée sur les forces de l'ordre, en partie parce que la victime était issue d'une famille aisée, bien connue. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il s'agissait de l'œuvre d'un criminel en série. Un observateur inexpérimenté aurait pu penser que quelque chose avec un traitement indésirable s'était produit dans cet endroit peu sûr. Cependant, des enquêteurs expérimentés examinant tous les détails soupçonnaient une mise en scène. Il semblait que Jennifer était dans une position trop peu naturelle, comme si on l'avait délibérément placée dans une position spécifique. Ses vêtements étaient dans un état étrange, et certains ont été trouvés à 100 mètres du lieu du crime. Les soupçons des enquêteurs ont été rapidement confirmés. L'analyse médico-légale n'a révélé aucune trace de biomatériaux de personnes étrangères. Cette affaire a attiré l'attention des médias. Les journalistes ont littéralement inondé le parc, essayant de comprendre comment de tels incidents pouvaient se produire juste sous le nez de la police. Tout le monde se demandait pourquoi les autorités restaient inactives et s'il était vraiment impossible d'assurer la sécurité dans un lieu public aussi important. Cela a attisé l'ambiance, surtout dans le contexte de la situation générale de criminalité à New York. Les habitants de la ville étaient indignés. Une véritable frénésie médiatique a commencé. Les téléphones de la police ne cessaient de sonner avec des appels de représentants de la presse. Peu à peu, des informations sur les circonstances de l'incident ont filtré dans les médias. Chaque supposition des enquêteurs apparaissait immédiatement dans les gros titres, et il y avait encore plus de spéculations et de rumeurs. Néanmoins, la police a réussi à garder secret le nom de la victime assez longtemps pour ne pas interférer avec le cours de l'enquête. Lorsque la mère a appris l'incident, elle s'est immédiatement rendue à Central Park, où elle a été confrontée au pire cauchemar de sa vie. Malgré le moment tragique, les reporters ont entouré la femme et ont commencé à l'assaillir de questions sans égard. Plus tard, les amis de Jennifer et le reste de la famille sont arrivés sur les lieux du crime. Le père de la jeune femme a appelé en larmes ses amis d'école et leur a raconté ce qui s'était passé. Malgré le choc profond, les proches de Jennifer ont dû fournir à la police toutes les informations pertinentes qui pourraient aider dans l'enquête. Il s'est avéré que Jennifer avait prévu de sortir avec 2 amis la veille au soir. Le père a remis aux enquêteurs le journal intime de Jennifer, où elle avait noté ses plans. Cela a permis de reconstituer la chaîne des événements qui ont conduit à la tragédie. L'histoire de Jennifer et Robert a commencé à se dévoiler lorsque les enquêteurs ont lancé l'investigation. Ils ont d'abord vérifié l'ex-petite amie de Jennifer, Dorian. On soupçonnait que la récente rupture aurait pu lui laisser un goût amer. Il s'est avéré qu'ils s'étaient rencontrés la veille dans un restaurant mexicain. Il convient de noter qu'à cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ni de smartphones pour faciliter l'échange d'informations. Les enquêteurs ont dû rassembler laborieusement les données, pièce par pièce, en interrogeant des témoins. Ils ont découvert que Jennifer faisait la fête dans un bar après 2h30 du matin avec 2 amis et son ex-petite amie. Vers 3h45, une amie est partie, peu après suivie par la deuxième. C'est à peu près à ce moment-là que Robert Chambers est entré dans le bar. L'attention de Jennifer s'est tournée vers lui, et ils sont restés ensemble jusqu'à la fin de la fête. L'ex-petite amie a également quitté l'établissement. Les enquêteurs se sont mis en route pour interroger Robert, âgé de 19 ans. Il a été emmené dans un poste de police près de Central Park. Immédiatement,
Les égratignures sur le visage du jeune homme ont attiré l'attention des enquêteurs qui les ont trouvées suspectes. Robert a affirmé qu'elles provenaient d'un chat, mais on ne l'a pas cru. Lorsqu'on l'a informé de ce qui était arrivé à Jennifer, il a semblé choqué et bouleversé. Le jeune homme a accepté de coopérer avec les enquêteurs. Selon ses déclarations, il a rencontré Jennifer vers 3 heures du matin à la fête. Ils ont discuté de son prochain départ pour l'université. Avant la fermeture du bar, vers 4 heures du matin, ils sont sortis, se sont dit au revoir et sont rentrés chez eux. Robert a affirmé ne pas savoir ce qui s'était passé ensuite et a nié toute implication dans la disparition de Jennifer. Les enquêteurs pensaient que les égratignures indiquaient le contraire. Elles ressemblaient à des marques de résistance. De plus, Robert était le dernier à avoir vu Jennifer. Il est devenu le principal suspect. Les enquêteurs ont essayé de découvrir la vérité, mais le jeune homme répétait son histoire comme s'il l'avait apprise par cœur. L'interrogatoire a duré près de 12 heures, jusqu'à ce que Robert laisse passer une imprécision dans sa déclaration. Les enquêteurs expérimentés ont profité de cela. Tout s'est déroulé sous l'observation attentive des journalistes, qui écoutaient l'interrogatoire dans la pièce adjacente. Moins de 24 heures après la découverte de Jennifer, Robert Chambers a avoué un incident non intentionnel. Le jeune homme a rapporté un incident inhabituel cette nuit-là dans Central Park. Selon ses dires, la promenade avec Jennifer a pris une tournure inattendue. Apparemment, elle a montré une persistance excessive dans ses intentions romantiques, ce qui a surpris le jeune homme. Il a affirmé qu'elle avait attaché ses mains et avait procédé de manière très agressive, laissant des égratignures sur son visage. Robert a décrit la situation comme extrêmement inconfortable et a dit qu'il ne pouvait pas se libérer et ressentait un grand malaise. Son récit semblait si incroyable qu'il a été accueilli avec scepticisme par les enquêteurs. Les journalistes derrière le mur ont également discuté avec animation de ces révélations. Néanmoins, Robert a poursuivi sa description. Selon ses déclarations, il a finalement réussi à libérer ses mains et à repousser la jeune fille pour arrêter ses actions. Cependant, selon son témoignage, il a mal jugé sa force, ce qui a fait que Jennifer est tombée lourdement et a perdu connaissance. Robert a affirmé avoir essayé de faire reprendre conscience à Jennifer, mais elle n'a pas réagi. Il s'est assis à côté d'elle en espérant qu'elle se réveille, mais cela ne s'est pas produit. Finalement, il a quitté les lieux et a observé de loin l'arrivée des forces de l'ordre. Le jeune homme a insisté sur son innocence et a affirmé qu'il s'était simplement défendu contre les actions agressives de Jennifer. Il a assuré qu'il ne voulait pas lui faire de mal, car il l'aimait bien. Les enquêteurs se sont montrés perplexes quant à la raison pour laquelle le jeune homme n'avait pas appelé à l'aide, car l'arrivée opportune des ambulanciers aurait pu changer la situation. Robert a expliqué son inaction par la peur d'une possible arrestation. Après l'interrogatoire, il a été arrêté pour suspicion de crime grave. La famille du jeune homme a immédiatement engagé un avocat réputé qui a exigé la libération de Robert, a insisté sur son innocence et l'a présenté comme la victime. La défense a choisi une stratégie controversée en présentant Jennifer sous un jour négatif et en affirmant qu'elle avait intentionnellement provoqué la situation de conflit. L'avocat a insisté sur le fait que les actions de Robert étaient une mesure nécessaire d'autodéfense et que l'issue tragique était un accident. Cette ligne de défense controversée a attiré l'attention du public sur l'affaire. Les médias new-yorkais et les panneaux d'information de la ville étaient recouverts de gros titres sensationnels éclairant largement cette histoire. En même temps, Robert a trouvé des défenseurs. Beaucoup le caractérisaient comme un bon gars, attrayant, réussi et charmant. Il était décrit comme un jeune homme intelligent et prometteur, un catholique irlandais fidèle qui, selon eux, ne pouvait pas commettre intentionnellement une grave erreur, car cela aurait détruit sa réputation impeccable. Extérieurement,
Robert ne ressemblait pas du tout à quelqu'un qui pourrait causer de sérieux dommages. Beaucoup trouvaient étrange qu'un jeune homme attrayant à tous égards doive recourir à un comportement inapproprié. Selon tous les critères, il ne devrait pas avoir de problème dans les relations. Il était populaire et les filles lui pendaient littéralement au cou. Étonnamment, les gens semblaient avoir cessé de penser logiquement et soutenaient volontiers Robert, tout en accusant la victime d'un prétendu comportement inapproprié. Pourtant, il n'y avait aucune confirmation du comportement offensant de la victime, sauf les propres paroles de Robert. Mais pour une raison quelconque, tout le monde le croyait. Pendant que les forces de l'ordre essayaient de découvrir la vérité, la victime est devenue l'objet de moqueries. Tout cela s'est produit à l'initiative de Robert et de son avocat. La situation rappelait un théâtre de l'absurde. Le défenseur de Robert, Jack Littman, a tout fait pour présenter son client sous un jour respectable. Il a même réussi à organiser l'apparition de Chambers en couverture de plusieurs magazines, dont People et New York Magazine. Sur les photos, le jeune homme portait un costume bleu et une cravate rouge, ressemblant plus à un mannequin de défilé de mode qu'à quelqu'un accusé d'un délit grave. Parallèlement, Robert endommageait activement la réputation de la victime. Cette tactique a fonctionné si efficacement que la plupart ont développé une attitude biaisée envers la jeune femme, et la presse s'est accrochée à chaque déclaration douteuse. Ainsi sont apparus les premiers articles présentant la version de Robert comme la vérité. Progressivement, tous les médias imprimés et le public se sont rangés du côté de la défense. Ils croyaient que la victime s'était comportée de manière imprudente. Et soi-disant, après la première rencontre fortuite, elle était allée à Central Park pour rencontrer personnellement le jeune homme prometteur, puis avait elle-même provoqué le conflit. L'avocat a fait un travail énorme en présentant la victime presque comme l'instigatrice de l'incident. Cela a déclenché une vague de protestations, y compris parmi un groupe de bénévoles qui s'occupèrent de la prévention des violations des droits dans la ville. Ils ne se sont pas laissés tromper par les arguments éloquents de la défense. Ils s'appelaient eux-mêmes anges gardiens et menaient régulièrement des veillées devant le palais de justice pendant les audiences. Le public était profondément indigné par la démarche de l'avocat et l'accusait d'avoir irrémédiablement nui à la réputation de Jennifer. Néanmoins, beaucoup de gens croyaient volontiers les informations diffusées. Les partisans de Robert sont devenus actifs. Ils ont répandu des rumeurs sur le comportement prétendument frivole de Jennifer. Tout cela a conduit à la libération du suspect sous caution. Les défenseurs ont développé une version plus crédible des événements, sans s'écarter de leur stratégie choisie, saper la réputation de la victime. Ils ont insisté sur le fait qu'à l'origine, tout s'était passé de manière consensuelle et sans aucune contrainte. Un tournant inattendu est survenu lorsque certaines confirmations des rumeurs sur la vie privée de Jennifer sont apparues, fournies involontairement par son propre père. En remettant le journal intime de sa fille, il a donné aux médias une raison d'exagérer l'histoire selon laquelle Jennifer aurait prétendument décrit en détail ses nombreuses relations. En réalité, il s'agissait d'un journal ordinaire qui ne mentionnait des relations qu'avec 2 garçons. Un ancien et un actuel. Il n'y avait rien d'indécent cependant. Les enregistrements ont été reconnus comme preuve inadmissible et n'ont pas pu être utilisés lors des audiences du cas de Robert. Malgré l'accès limité aux enregistrements, l'information qui avait filtré avait déjà nui à la réputation de Jennifer. L'accusation a compris que l'affaire ne serait pas simple. Pour élaborer une stratégie, il était nécessaire de reconstituer précisément les événements et de comprendre comment un jeune homme de 19 ans issu d'un environnement protégé avait pu se retrouver dans une telle situation. Une étape importante a été l'examen du passé de Robert. Il s'est avéré que dans sa courte vie, il avait commis plus de 30 cambriolages illégaux dans des maisons aisées de quartiers respectables.
En réalité, sa vie était très différente de l'image qu'il avait créée de lui-même. La famille, comme il s'est avéré, était loin d'être aisée. La mère travaillait comme infirmière dans une clinique privée et consacrait tout son temps au travail pour gagner de l'argent. Robert n'avait pas de revenus légaux. C'est pourquoi il a commencé à s'engager dans des activités illégales. Cela lui a permis de créer l'image d'un jeune homme riche avec de l'argent et aussi de soutenir sa dépendance aux substances interdites. Il est entré en contact avec ces substances à l'âge de 14 ans et a suivi plusieurs cures de traitement, mais sans succès. Robert a terminé l'école avec difficulté, puis s'est inscrit dans une université, mais a été expulsé en raison de problèmes de performance et de sa dépendance. Ensuite, il s'est inscrit à l'université de Boston, mais y a rencontré des difficultés similaires. Beaucoup connaissaient la réputation difficile de Robert et ses mauvaises habitudes. Jennifer prévoyait de mettre fin à sa relation avec lui. C'est probablement ce dont ils ont discuté cette nuit-là dans le bar. Une des amies de Jennifer a affirmé l'avoir surpris, en train d'essayer de prendre $40 dans son sac à main. Quand l'ami l'en a empêché, il est entré dans une rage folle. Shorhass a été horrifié en réalisant jusqu'où il était allé. Cela s'est produit peu avant l'incident avec Jennifer dans le parc. Les enquêtes ont révélé que les bijoux de Jennifer avaient disparu. On soupçonnait qu'ils avaient été vendus pour acquérir des substances interdites. Cependant, il était possible que le passé de Robert ne soit pas pris en compte devant le tribunal. Même un an après l'incident dans Central Park à New York, la presse continuait à rapporter cette histoire. Il s'est avéré difficile de trouver 12 jurés impartiaux qui n'étaient pas familiers avec l'affaire. Il a fallu examiner 486 candidats pour sélectionner le nombre requis. Le jour où le procès a commencé, la salle d'audience était bondée de journalistes. Robert a insisté sur sa version des événements et a rejeté la responsabilité sur Jennifer. Il a affirmé avoir agi en légitime défense et avoir mal évalué sa force. Cependant, les experts ont présenté des preuves d'une lutte prolongée. Sur le coup de Jennifer, on a trouvé plusieurs marques témoignant de sa résistance désespérée. C'est pendant l'autodéfense qu'elle a laissé de profondes griffures sur le visage de Robert, et non dans un élan de passion comme il le prétendait. L'accusé a refusé de témoigner, ce qui a empêché l'accusation d'utiliser son passé. Le procès a duré près de 3 mois. L'affaire s'est révélée extrêmement contradictoire. Les témoins ont fourni des informations incohérentes et ont laissé de nombreuses questions sans réponse, après quoi les jurés se sont retirés pour délibérer. Cependant, ils sont arrivés à une impasse. Il était possible que l'histoire peu crédible de Robert puisse l'aider à échapper à sa responsabilité. Au 9e jour, il a été décidé de déclarer le procès nul. La procédure a été déclarée invalide. Des craintes sont apparues qu'un nouveau procès ne changerait pas la situation. La seule chance qui restait à l'accusation était un aveu de culpabilité. On a proposé à Robert d'avouer sa participation à un incident sans préméditation. Et il a finalement accepté. Le 25 mars 1988, Robert a exprimé ses regrets pour ce qui s'était passé dans la salle d'audience. Il a plaidé coupable d'un délit moins grave et a demandé pardon aux proches de la jeune femme pour toutes les épreuves qu'ils ont dû endurer. Cette décision a conduit à une peine relativement légère, 15 ans de prison avec la possibilité d'une libération anticipée après 5 ans. Jusqu'au prononcé final du jugement, Robert a été libéré sous caution. Pendant ce temps, il a organisé une fête d'adieu. L'un des invités est venu avec une caméra vidéo. Au point culminant de la fête, Robert, qui était en état d'ébriété, est devenu inopinément bavard. Sur la vidéo, il a avoué l'acte. Il n'a montré aucun remords, mais a plutôt plaisanté et ri de ce qui s'était passé. En prison, Robert est immédiatement devenu un détenu problématique.
Il s'est impliqué dans des conflits et les gardiens ont enregistré à plusieurs reprises des violations liées à des objets et substances interdits. Par conséquent, ses demandes de libération anticipée ont été rejetées et il a purgé la totalité des 15 ans. Robert a été libéré en l'an 2003. Plus tard, les proches de la jeune femme ont intenté une action civile contre Robert. Le tribunal leur a donné raison et a décidé que Robert devait payer 25 millions de dollars à la famille. Cependant, la probabilité de recevoir ce montant est extrêmement faible en raison de son manque de ressources. Au tribunal, Robert n'a fait aucun commentaire sur les événements de cette nuit fatidique. Cependant, en l'an 2003, il a accepté une interview et a parlé publiquement pour la première fois de ce qui s'était passé. Au début de la conversation, il a déclaré qu'il aurait préféré l'isolement cellulaire à cette interview s'il avait eu le choix. Il semblait que la responsabilité du sort de la jeune étudiante pesait lourdement sur lui. Robert a considéré cette conversation comme une opportunité de s'exprimer et a donc décidé de parler de Jennifer Levin et des tragiques événements du passé. Cet homme, qui avait commis un crime grave, a avoué qu'il pensait quotidiennement à celle dont il avait détruit la vie. La conversation avec lui a duré 4 heures et n'a pas perdu 1 minute d'intensité. Compte tenu de l'énorme intérêt médiatique pour cette affaire, la rencontre est devenue quelque chose de vraiment unique. Cependant, tout cela semblait être une farce, comme si la victime restait toujours un personnage secondaire, tandis que toute l'attention était dirigée vers celui qui lui avait causé du tort. Robert a expliqué qu'il ne pourrait jamais réparer le préjudice qu'il avait causé à la famille Levin. Il était non seulement conscient d'avoir enlevé une fille à ses parents et une personne proche à ses amis, mais aussi de la façon dont le réseau de mensonges qu'il avait tissé avait terni la réputation de la jeune femme. Finalement, il a reconnu son innocence. Robert ne se considérait pas comme un monstre, car il éprouvait des remords. Il pensait que s'il était un monstre, il ne ressentirait rien, mais a admis qu'il avait agi de manière extrêmement stupide et avait commis une erreur irréparable. À un moment donné, il a avoué que la myopie accompagnait souvent ses actions. Le criminel ne s'attendait pas au pardon de la société, car il en comprenait l'impossibilité. Néanmoins, il voulait s'excuser et étayer ses paroles par des actions concrètes. Robert avait passé les 15 dernières années dans un établissement pénitentiaire, ce qui, selon lui, était l'expiation de ses actes. Il a admis qu'il était très nerveux, aussi à cause de la nécessité d'apparaître devant les journalistes. Cependant, il a décidé de le faire car il le considérait comme son devoir. Robert était conscient que beaucoup de ceux qui connaissaient l'histoire de Jennifer pourraient penser qu'il s'était adressé à elle pour continuer à tromper et se présenter sous un meilleur jour, comme quelqu'un qu'il n'était pas. Bien que le père de Robert gagnait bien sa vie en tant que gestionnaire de crédit, ce sont les efforts de sa mère, l'immigrée irlandaise Phyllis, qui ont ouvert la voie au fils vers les couches sociales supérieures. Pour payer les énormes factures, elle travaillait pratiquement 24 heures sur 24. Cependant, la femme elle-même affirmait qu'elle ne s'était jamais plainte de cette charge, car son fils était le sens de sa vie, et elle voulait lui donner tout ce qui était possible. Bien que le jeune homme ait été exclu de plusieurs établissements d'enseignement, sa mère croyait qu'il changerait, terminerait ses études et développerait ses meilleures qualités. Il est difficile d'imaginer la profonde déception qu'elle a ressentie en 1986, lorsqu'il a fait quelque chose d'impardonnable. Après sa libération, Robert cherchait sincèrement à s'améliorer. Mais comment commencer une nouvelle vie quand on a manqué toute une ère de changement derrière les barreaux? Autrefois, il ne réfléchissait pas aux conséquences de ses actes, ce qui a conduit à une issue tragique pour une jeune femme. Dans une conversation avec des journalistes, il a admis que la responsabilité était désormais devenue le principe central de sa vie.
Depuis sa jeunesse, Chambers attirait l'attention du sexe opposé par son apparence. Il a avoué que cela avait fortement influencé son estime de soi et que la situation avait été aggravée par des habitudes nocives. À l'époque, il dépensait plusieurs centaines de dollars par semaine pour cela, une somme considérable pour un étudiant ordinaire. Robert a admis qu'il obtenait l'argent de manière malhonnête. De plus, sa mère le soutenait financièrement de toutes les manières possibles. La rencontre avec Jennifer s'est rapidement transformée en une relation étroite. Robert était alors sous l'influence de sa dépendance et était conscient du danger qu'il représentait pour les autres. La jeune femme, quant à elle, le considérait comme un ami. C'est peut-être précisément cette confiance qui a joué un rôle fatal dans son destin. Ce dernier soir-là, Jennifer passait du temps avec des amis dans un bar où elle a rencontré Robert. Ils ont entamé une conversation agréable et une autre femme avec laquelle Chambers sortait les a remarqués. Dans un accès de colère, elle est partie et a mis fin à la relation. Les enquêteurs soupçonnaient que cela aurait pu déclencher une agression envers l'innocente Jennifer. Cependant, Robert a avoué que cela lui était égal à ce moment-là. Dans une interview, il a raconté comment la jeune femme lui avait fait mal et il avait réagi en frappant violemment. Après la chute, Jennifer n'a pas pu se relever. Malgré le malheur, il a eu peur et n'a pas appelé à l'aide. Selon Robert, il avait consommé un peu d'alcool cette nuit-là. Quand Robert a réalisé ce qui s'était passé, il est entré en état de choc et s'est simplement assis à côté. Les yeux de la jeune femme étaient ouverts et il les fixait. Par peur d'être arrêté, il n'a pas appelé à l'aide. À l'aube, il s'est éloigné et s'est assis sur un mur de pierre, observant comment les journalistes et la police se rassemblaient, appelés par une cycliste de passage. Lorsque les autorités l'ont éloigné comme les autres curieux, il est rentré chez lui et s'est couché. Il semble que Robert soit retourné à son ancien mode de vie après sa libération. En 2007, il a été arrêté pour être entré par effraction dans l'appartement d'une connaissance pour voler des objets de valeur et distribuer des substances interdites. Il a été arrêté dans son propre appartement à New York et condamné à 19 ans de prison. Étonnamment, il a reçu une peine plus longue pour ses crimes que pour l'incident avec Jennifer. Robert pourrait être libéré sous condition dès l'année 2024. Après la tragédie, la mère de Jennifer, Ellen Levin, est devenue une militante qui plaide pour de nouvelles lois pour protéger les victimes. Grâce à ses efforts, 13 nouvelles normes ont été adoptées en 10 ans. Dans une interview avec une chaîne qui voulait restaurer la réputation de Jennifer, Ellen a déclaré que le souvenir de sa fille l'aidait dans cette activité.